Rentrée littéraire, partie 1. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais encore une fois dans le jardin parce que j'ai vachement... Ah, il y a encore mon petit chat. Parce que j'ai vachement apprécié la dernière fois et je crois que vous aussi ça vous a beaucoup plu. Donc on est reparti et je vais vous parler de 4 livres de la rentrée littéraire. Un tesson d'éternité de Valérie Tonkong. Cette autrice, je l'aime beaucoup, j'ai déjà lu d'autres romans d'elle, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail et j'étais impatiente de lire son nouveau et je n'ai pas été déçue, ça a été un vrai coup de cœur. Ce livre nous parle d'une héroïne, Anna, qui s'est extraite de son milieu social, elle a fait un bon mariage, elle est pharmacienne, donc elle a sa propre pharmacie, son mari, après plusieurs aléas, a un bon poste à la mairie. Ils ont un fils de 18 ans et ils sont très heureux avec une belle maison, avec vue sur la mer. Tout va très bien pour elle. Et puis, le déclencheur de quelque chose va faire basculer la vie d'Anna. Ce déclencheur, c'est lorsque son fils va dans une manifestation et en fait, il voit son ami qui est attrapé par un flic et il veut la défendre et il tape le flic avec son sac. Sauf que dans son sac, il y avait une espèce de chaîne à vélo ou je sais pas quoi et il blesse le flic. Et à partir de là, il y a toute une machinerie qui se met en route. Et ce que je trouvais vraiment extraordinaire dans ce roman, c'est que à travers un premier discours, l'autrice nous emmène vraiment sur autre chose. C'est-à-dire que naturellement, la voie première, ça va être celle de ce jeune garçon, de la mère qu'elle est, de comment elle va le protéger, du moment où il va être en prison, de qu'est-ce qui va se passer, du rouage de l'engrenage plutôt de la justice. Vous avez tout ça qui se déroule devant vos yeux, qui est, on va dire, le paravent, la façade. Et puis derrière, vous avez ce personnage principal qui est déstabilisé par la situation et il y a les souvenirs qui remontent. Et donc là, je ne vous en dis pas plus, mais tout ce qui refait surface à ce moment-là de sa vie où elle est déjà ébranlée par ce qui arrive à son fils, ça donne un feu d'artifice de sentiments. Tout d'abord, l'héroïne est intéressante parce qu'elle est ce qu'on appelle une transfuge de classe. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui a été notamment abordé par Annie Ernaux et plus récemment par Édouard Louis, que j'aime plus que tout. Et c'est absolument passionnant parce que on a dans sa tête toutes ces angoisses d'être un jour découverte, de faire le faux pas, de dire la chose qui ne va pas, de riper, et que tout le monde se rende compte qu'en fait, elle est juste une fille d'épicier. Et en ça, tout de suite, on a une espèce d'affection pour le personnage principal et je trouve que c'était assez judicieux de la mettre d'entrée de jeu dans cette petite position de faiblesse, dans un milieu qui n'est pas le sien, dans ce milieu très bourgeois et j'ai adoré que d'entrée de jeu, elle nous donne ça à manger. Au passage, cette entame sur le personnage principal permet à Valérie Tonkong de disséquer la société, de disséquer ses travers, de nous présenter par son prisme à elle, toutes les faiblesses de ces gens qui acceptent les parvenus et qui les lâchent à la moindre occasion. On vous fait croire que vous êtes dans le sérail et pas du tout. Et là-dessus, elle a joué une carte très finement parce que ça donne une tonalité assez forte et assez sociale au roman. Une autre partie importante du roman, c'est le harcèlement. Donc je vais pas en parler beaucoup parce que je veux pas déflorer le roman, mais sachez que c'est vraiment un morceau important. On aborde le harcèlement de façon très crue, très difficile. Et là encore, elle touche dans le mille, c'est top. Et puis il y a la partie enquête. Bah oui, parce que ce jeune homme se retrouve en prison et il faut lui trouver une avocate, enfin, en l'occurrence un avocat, mais en l'occurrence c'est une avocate, et il faut s'accoutumer à cette nouvelle vie qui s'entraîne. Le tribunal, la prison, comment on va en prison, qu'est-ce qu'on y fait, la fouille, les échanges avec son fils, et essayer de comprendre. Et là, le personnage féminin est tellement touchant. Le père, il est plutôt dans il a fait une connerie, il a qu'à payer. Et elle, c'est son fils, on a touché à son fils. Et elle est prête à tout pour essayer de l'aider, pas le dédouaner, c'est pas ça l'idée, mais vraiment d'être avec lui quoi qu'il arrive.
Et vous pouvez ajouter en plus une petite couche supplémentaire, c'est qu'elle a situé ça à une bonne époque. L'autrice, elle a pensé à nous mélanger avec les réseaux sociaux, les gilets jaunes. Donc ça donne en plus une dimension un peu politique au roman. Bref, c'est vraiment un patchwork de plein de choses. Mais à la fin, tout ce qu'on en ressort, c'est du sentiment, des émotions. Oh, c'est d'une densité et d'une force vraiment touchante. Dans ce roman, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de justice, on parle de toutes sortes de thématiques qui sont à la fois contemporaines et universelles. Et je crois que c'est ce qui fait que j'ai énormément aimé ce roman. Et en plus, je trouve qu'il a une qualité énorme, c'est qu'il peut être conseillé à tout le monde. Donc vraiment, faites-vous plaisir et allez lire Un tesson d'éternité de Valérie Tchoung-Kong. Revenir à toi de Léonore Desrécondos. Léonore Desrécondos, c'est une autrice que j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup appréciée par le passé. C'est toujours quelqu'un qui fait des romans très courts et qui a une écriture très poétique, très légère, très fluide. C'est une musicienne et on sent elle aime les belles choses et elle aime la douceur. Et voilà, il y a tout ça qui se dégage de l'écriture de Léonore Desrécondos. Et donc j'étais impatiente de lire son nouveau roman de la rentrée littéraire. Alors, ce roman, c'est l'histoire de Magdalena. Magdalena, on va découvrir en même temps son passé et son présent. Magdalena a une souffrance depuis toujours. Sa mère est partie lorsqu'elle avait 14 ans et elle n'a jamais su ce qu'elle est devenue. Et Magdalena, elle est magnifique, c'est une grande brune pulpeuse, incroyablement belle et talentueuse, devenue une comédienne réputée, mais qui vit toujours avec la souffrance de cette mère absente. Elle n'a pas eu d'enfant, elle ne vit que pour et par le théâtre. Pendant toute l'écriture du roman, vous avez en arrière-fond son travail autour de la pièce d'Antigone, qui lui revient comme étant son héroïne à elle. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, c'est classique, hein, le coup de la métaphore du théâtre, la métaphore filée, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de très classique. Ça avait déjà été formidablement bien utilisé par Serge Chalandon dans Le Quatrième mur, toujours avec Antigone d'ailleurs. Et là, voilà, je préfère être honnête, j'ai pas été emballée par ce roman. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur. Donc, on suit Magdalena, qui cherche sa mère, qui finit par la trouver, c'est le début du roman, on lui annonce qu'on a enfin retrouvé sa mère, et qui sur un coup de tête part à la rencontre d'Apollonia. Et là où j'ai été déçue, c'est qu'en fait, on nous donne pas grand-chose. Oui, certes, elle va à la rencontre de cette mère. Oui, certes, on fait des magnifiques comparaisons avec Sophocle et Antigone. Oui, on fait des magnifiques paraboles. Mais derrière, le discours, il m'a paru un peu décevant. Voilà. Et puis surtout, la fin, je pense l'avoir déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas les fins ouvertes. J'aime bien avoir les réponses. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Du coup, j'ai un petit peu gratté quand même sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ça n'avait pas gêné cette fin-là, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, non. Voilà. Et du coup, les 120 ou 130 pages m'ont pas suffi. Donc, si vous ne connaissez pas cette autrice, de façon un peu partiale, puisque ce n'est que mon avis, je ne vous conseillerais pas de commencer par celui-ci. Deux excellents romans que j'ai lus d'elle et que je vous conseille, c'est Amour, et puis un dont j'ai oublié le titre, qui parle de Michel-Ange. Mais vraiment, ça ne me revient pas, et mon mari m'a volé mon téléphone, donc je ne peux même pas chercher l'autre titre, frustration suprême. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous le remettre en commentaire. Mais pour ce qui est de ce roman-là, déception. Simone de Léa Chauvel-Lévy est un roman que j'avais hâte de lire, c'est un primo-roman. Et j'étais intéressée de découvrir la langue de cette nouvelle autrice et surtout de découvrir un petit peu le personnage de Simone Khan, plus connue sous le nom de Simone Breton. Alors on suit Simone Khan qui a 23 ans, on est en 1920, on est dans le Paris de l'après-guerre et Simone, elle vient d'un milieu bourgeois, elle est engagée auprès d'un homme. Elle aime tout. Elle aime la philosophie, elle aime les lettres, elle est érudite à son âge. C'est une penseuse, c'est une fonceuse. Elle a vécu des drames dans sa vie, ce qu'on voit dès le début du roman. Et elle fait vraiment figure, à travers la plume de Léa Chauvel-Lévy, d'une battante.
Et vraiment, on adhère aux propos et on a envie de la suivre, et de la suivre dans son amour fou pour André Breton. André Breton qui n'est pas à la hauteur de la famille, André Breton qui a déserté les bancs de médecine, André Breton qui est sans le sou, mais qui est déjà André Breton. Et c'est une passion qui va les animer tous les deux, et franchement, c'était très sympa de découvrir cette histoire d'amour sous cette plume. Alors on croise Éluard, on croise Aragon, on croise je sais pas tout qui, le mouvement Dada. C'est un festival de personnalités connues. C'est un pari qui est en même temps extrêmement réaliste et très concret. Et en même temps, c'est un pari qui a un siècle. Donc qui a un côté un peu abstrait, tellement fou, tellement différent de ce qu'on connaît, avec des milieux intellectuels tellement forts, tellement intenses, que c'était aussi ça qui motivait mon envie de lecture. C'est que j'avais envie de partager pendant quelques pages ce pari furieux qui a déjà un siècle. L'autrice nous emmène dans la vie de Simone Khan, devenue Breton, par la petite porte. Elle nous fait rentrer, peut-être pas la petite porte, mais la porte dérobée. C'est-à-dire, on a des petites anecdotes, des fragments de vie, des fragments de pensée, des mouvements, des promenades. Et c'est à travers ces petits moments qu'on découvre sa personnalité, qu'on voit sa rencontre avec André Breton, qu'on voit ses choix de vie, qu'on voit son opposition à sa famille, parce que ça, c'est vraiment un passage qui m'a énormément plu. On est en 1920 et on est encore très loin de mai 68, mais on est déjà dans un moment charnière où les femmes n'ont plus envie d'être mariées de force, on n'a plus envie qu'on leur dise voilà, tu vas épouser tel homme et tu seras un objet. Et Simone, elle veut pas ça. Et en fait, elle doit s'opposer à ses parents, s'opposer à sa mère, dire non à ce mariage avec un homme bien, un homme riche, pour épouser son André, celui qu'elle a choisi. Et j'adore. J'adore qu'elle ait osé se confronter à sa famille. J'adore son côté battante. J'ai adoré aussi son militantisme. Voilà, c'est un pari rêvé. Et ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment existé. Et j'ai adoré croiser Simone dans ce milieu-là. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que c'est un roman qui est court et qui s'invite à la découverte, tout simplement. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un roman qui prend son temps. Paradoxalement, alors qu'il est court, qui prend son temps. Et moi, à la lecture, j'ai été un petit peu, pas dérangée, mais perturbée parce que, par moments, je me disais, mais j'ai pas assez. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Où est-ce qu'elle veut m'emmener? Parce que ça n'allait pas, c'est pas assez vite, mais il me manquait quelque chose. Et en milieu de roman, j'étais là, ouf. Et en fait, non. Il faut lâcher prise et on se laisse porter. Et en fait, la vague nous emmène, la vague Simone. De là à vous dire que, je crois que j'avais fait une story sur le sujet, que j'ai une passion pour les Simones, on n'est pas loin. De Simone Veil à Simone de Beauvoir, en passant par Simone Signoret, je pense qu'à cette époque, les Simones, elles nous parlaient. Elles sont belles, elles sont grandes, elles sont courageuses, elles sont militantes et battantes. Et j'associe vraiment ce prénom à tout ça. Et ouais, juste de voir Simone en couverture, et j'étais déjà séduite. Et d'ailleurs, en parlant de couverture, je sais pas où elle va être, la couverture. Vous avez vu comme elle est belle? C'est un extrait d'un homme et d'une femme, de Claude Lelouch. Oh, c'est Anouk Aimée. Non, mais cette photo est trop belle. Tout ce que dit Manon est vrai, de Manon Fargeton. Alors, je n'ai pas encore fini de lire tous mes romans de la rentrée littéraire. Je vous ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que j'ai eu pour ce livre un énorme coup de cœur, un immense coup de cœur. Vraiment, mais j'ai adoré cette lecture. Alors, je vais essayer de vous décrire tous les pourquoi et les comment, mais jamais mes mots ne suffiront pour vous exprimer tout ce que ce livre a généré d'émotions en moi. Alors, de quoi on parle? On parle de la jeune Manon. La jeune Manon a 16 ans, elle est talentueuse, elle dessine, elle écrit, et elle veut faire de la BD, et elle rencontre un éditeur qui veut l'aider. Cette aimable personne, cet éditeur, a 56 ans, donc 40 ans de plus qu'elle. Il a été marié dans le passé, il a divorcé pour épouser une de ses élèves quand il était enseignant. Et là, il a un moment de sa vie où il est donc marié à son élève, il a déjà une aventure avec une autre femme, et il veut Manon. Et s'ensuit une histoire d'amour entre Manon et cet éditeur, Gérald.
Et cette écriture de Manon Fargeton m'a scotché. Alors, c'est une écrivaine qui a beaucoup de talent et qui l'a prouvé. Hein. C'est pas un primo-roman. Hein. On sent qu'il y a énormément de travail en amont. Elle a commencé très jeune, elle aussi. De là à dire que c'est autobiographique, en tout cas, on peut se poser la question. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a 30 ans maintenant, donc qui a déjà 15 ans d'écriture derrière elle. Ce roman est abouti, mais abouti. Alors, pour nous raconter cette histoire, elle choisit de ne jamais prendre son point de vue de jeune fille de 16 ans, mais de tous les personnages autour. Le fameux Gérald, son épouse, la mère de Manon, le père de Manon, les frères de Manon, les copines de Manon, les copines des frères, des copines des frères de Manon. Tout un tas de personnages plus ou moins proches ou éloignés qui gravitent autour de Manon vont tour à tour prendre la parole. Et ce qui est extrêmement fort de sa part, à Manon Fargeton, c'est que elle ne prend jamais le lecteur pour un imbécile. Elle ne prend pas la peine de dire « Attention, c'est Bidule qui parle ». Elle enchaîne. Donc, vous passez 2-3 paragraphes et paf, vous changez de page et ce n'est plus la même personne. Et donc, le lecteur est en permanence actif. Il doit à chaque fois se repositionner et se dire « Oups, qui parle? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me raconte ?» Donc ça, c'est déjà une petite action. Et puis surtout, à chaque personnage, on se doute bien que le point de vue est biaisé et elle en joue beaucoup. Et qu'est-ce que c'est intelligemment fait? Évidemment, quand Gérald parle, ce n'est pas la même chose que quand la mère de Manon parle. Le point de vue n'est évidemment pas du tout le même. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait, d'autant que le roman est assez long, il doit faire genre 400 pages, donc elle prend le temps d'alterner en permanence tous ses points de vue. J'ai trouvé ça brillant. Les seuls moments où Manon prend la parole, c'est la Manon de 30 ans, écrivaine, qui s'adresse à la Manon de 16 ans. Et c'est assez peu souvent. C'est vraiment, elle laisse la part belle à tous les autres personnages, mais qu'on ne se leurre pas. À chaque fois qu'un des personnages parle, c'est Manon qui parle derrière. Mais Manon le personnage, ou Manon l'écrivaine, elle joue sur cette ambiguïté, c'est incroyablement fort. On passe notre temps à se demander, mais qui est Manon? Est-ce que c'est juste un personnage inventé? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Vous avez en plus tout un jeu d'histoires familiales qui se mélangent. À un moment donné, elle lâche un peu, elle met un peu de côté la relation avec l'éditeur pour nous parler d'autres problèmes qu'elle a eus. Elle brouille les pistes, elle vous emmène partout, vous êtes embarqués, c'est incroyable. Alors bien sûr, c'est un roman, déjà c'est un roman post-MeToo, on est d'accord, on est vraiment dans la veine de dénoncer cette façon qu'ont certains hommes de pouvoir, de faire la main mise sur de la chair fraîche, mais ça fait aussi penser à des romans comme Lolita, ou comme plus récemment, on a vu La Famille Grande l'année dernière, non plutôt en début d'année, et Le Consentement l'année dernière. Mais ce que j'ai trouvé génial et encore une fois hyper intéressant, c'est que ce qu'on commente tous ces romans, Lolita, La Consentement, etc., c'est l'absence des parents. Le père est absent dans tous les cas, et la mère est défaillante dans tous les cas. Ce qui laisse toute la place aux prédateurs pour happer la jeune fille. Ce qui est incroyable dans le roman de Manon, c'est que les parents sont là. Et moi, j'ai adoré la mère. Les parents sont divorcés, le père est un petit peu loin, il a refait sa vie, mais il est quand même ultra présent. Et il participe beaucoup. Et alors, ils sont pas toujours d'accord, évidemment, les deux parents, mais ils savent qu'ils doivent soutenir leur fille et l'empêcher de plonger dans cette relation malsaine. Mais le meilleur, c'est la mère. Elle est incroyable, mais incroyable. À aucun moment, elle ne lâche sa fille. Elle fait tout ce qu'il faut faire. Elle sait que sa fille va lui en vouloir, va la détester. Elle fait des choix drastiques. Elle fait des choix qui la culpabilisent. Elle fait des choix dont elle sait que sa fille pourra les lui reprocher un jour. Mais elle les fait. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage! Je ne sais pas si cette mère existe vraiment, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai pu l'apprécier! J'ai trouvé qu'elle était pleine de courage et tellement forte et battante, et je pense que tous les parents devraient faire ça pour défendre leurs enfants. Et moi, ce qui m'a extrêmement troublée à la lecture de ce roman, et c'est sans doute pour ça que je l'ai énormément aimé, c'est que ça a fait rejaillir en moi deux personnes. Et c'était assez étrange. C'est-à-dire que se disputer dans ma tête, moi, c'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui, qui s'identifie à la mère, parce que en la regardant faire, je me dis que si un jour quelqu'un fait du mal à mes enfants, je ferai comme elle.
Mais il y a aussi la Nadia de 16 ans ou de 20 ans qui se comparait à la Manon de les jeunes, et ça m'a fait ressurgir des souvenirs, des histoires que j'ai vécues, et ça a été un choc émotionnel, et je saurais même pas vous dire à quel point ce roman m'a brassée, mais vraiment. Je l'ai fini exsangue, secouée, amoureuse de l'autrice. J'ai bien évidemment détesté Gérald, mais ça c'était facile. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé extraordinaire. Manon Fargeton, elle est brillante parce qu'elle use de tous les artifices de la langue et elle n'hésite pas à voler la pensée de gens autour d'elle, de personnages, et elle leur fait dire « je » parfois. Et on sent qu'elle joue un double jeu, c'est le cas de le dire. Et littérairement parlant, j'ai trouvé que c'était vraiment très qualitatif et vraiment pas commun dans la littérature actuelle. Vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis c'est tellement maîtrisé, mais comment elle a pu tenir son fil narratif comme ça, d'un bout à l'autre, en hachant, en partant dans toutes les pensées, la construction qu'elle a dû faire, elle a tenu un tableau Excel, c'est pas possible. C'était vraiment extraordinaire. Avant de terminer, je vous dis quand même que à la lecture, on peut être assez mal à l'aise. On parle évidemment de pédophilie, mais ça n'est jamais abordé, ça n'est jamais nommé, pardon, parce que elle a 16 ans. Donc tout est ambigu, du fait qu'elle a une majorité sexuelle, du fait que leur amour est plus ou moins platonique. Du coup, elle laisse là encore planer une ambiguïté, mais je trouve que cette ambiguïté rend les choses encore plus malaisantes. On est vraiment dérangé. Il y a plein de scènes qui sont assez compliquées. Et puis, quand on est adulte et qu'on lit les mièvreries, parce que c'est vraiment ça, que le Gérald envoie à Manon, mais comment un type de 56 ans peut écrire des trucs aussi dégoulinants de sucre? Non, ça vraiment, j'étais là, mais faut vraiment avoir 16 ans pour marcher. Et quel type de manipulateur faut-il être pour jouer ce jeu-là? Ou alors il faut être complètement taré, mais... En tout cas, elle a réussi à rendre brillamment toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les idées qu'elle devait avoir en tête. Alors, chapeau bas, Madame Fargeton, et j'ai envie de dire à tout le monde, lisez ce livre. Voilà, 4 livres très différents, 4 livres qui m'ont tous intéressé, un petit peu moins, mais je trouve que pour une rentrée littéraire, pour mes premières lectures de rentrée littéraire, j'en ressors avec un bilan très positif. Et il me tarde d'en lire d'autres, j'ai déjà commencé, pour faire une nouvelle vidéo sur cette rentrée littéraire. Voilà. Je vous remercie d'être parvenu jusqu'ici, si vous êtes allé jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker, pour commenter, ça aide au référencement. Et comme d'habitude, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Léa de Simone C'est le contraire. Simone de Léa Chauvel-Lévy. Je vais la refaire. Ça va pas du tout. Ça va, du coup, ça m'a stressée. Léa, non! Mais elle ronronne. Arrête! C'est mignon.